On va du coup aborder, on va dire, deux angles complémentaires. Un premier angle très shopper qui va être présenté par Frédéric. Pourquoi miser sur le traiteur pour booster le trafic des enseignes, le virage à prendre pour exploiter le potentiel du traiteur, et puis les bonnes pratiques. Il y a une étude sur les bonnes pratiques des magasins surperformants et dont on va vous restituer le contenu. Et puis le deuxième angle, il sera un peu plus consommateur avec un regard croisé de Frédéric et de Pascal. C'est un peu le sujet du moment, c'est comment mieux séduire les jeunes générations et les seniors qui sont plutôt pas forcément le cœur, on va dire, de la clientèle des enseignes, mais qui du coup doivent être adressés, les jeunes pour aller les chercher et les seniors pour les fidéliser. Donc on va regarder ensemble comment répondre à leurs attentes un peu plus spécifiques avec une présentation un peu plus globale de Pascal et puis quelque chose d'un peu plus adapté à la GMS de Frédéric. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric pour commencer. Donc, je vais vous présenter ce qu'on avait présenté au début du mois de juin lors de la conférence. Et puis, c'est une analyse qu'on commence à présenter aussi de manière individuelle chez les distributeurs. Nous sommes allés chez Leclerc pour la première fois. C'est la première fois qu'on présente nos travaux à Leclerc. On était chez U cette semaine et on va aller voir Carrefour, Intermarché et peut-être d'autres. Les premiers retours que l'on a de la part des distributeurs sont, et on l'avait senti au mois de juin, sont très intéressés, très concernés, parce qu'on est face à un univers de produits, le traiteur. Et on disait tout à l'heure, c'est la vision très large du traiteur, TLS, traiteur de la mer, la coupe, le frais emballé. On est sur un univers, et ça se confirme avec les ventes depuis le début d'année, qui est une priorité pour les enseignes. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Autant il se pose beaucoup de questions sur d'autres univers de produits, le DPH, les boissons, avec pas mal d'interrogations sur l'avenir de ces catégories. Autant ils sont vraiment convaincus que le traiteur est une énorme priorité pour eux. Et si on regarde les chiffres en évolution volume depuis le début de l'année, on est sur un dynamisme bien plus important sur le traiteur que sur les produits de grande consommation. Donc ça se confirme dans les comportements d'achat. Donc il y avait une première partie pour insister là-dessus, insister sur le fait que lorsqu'on est un patron de magasin, on doit pas se rater sur le traiteur et qu'on doit bien le travailler. D'abord parce que en fait, on est sur un univers qui crée du trafic dans les points de vente. Les distributeurs sont très très préoccupés par la concurrence à laquelle ils sont confrontés, que ce soit les boulangeries, que ce soit Grand Frais, que ce soit, même si ça ne concerne pas le traiteur, Action, etc. Donc, le sujet de création de trafic est véritablement quelque chose dont il nous parle énormément en ce moment. Et lorsqu'on interroge des gens en magasin, en leur demandant quels sont les univers de produits qui les ont fait rentrer dans le magasin, on se rend compte que sur les 12 univers sur lesquels on les avait interrogés, donc il y avait les boissons, il y avait la crèmerie, il y avait les fruits et légumes, etc. Le traiteur est classé numéro 3. Voilà. Donc on est dans les 3 univers qui créent le plus de trafic en magasin. Et si l'on s'intéresse sur la cible, si l'on s'intéresse à la cible dont on va parler tout à l'heure, les plus jeunes, les 18-30 ans, c'est le premier univers qui fait rentrer dans un magasin. Voilà. Donc ça, c'est évidemment un argument qui fait mouche. Et puis je vous parlais d'un univers qui est extrêmement important pour eux. On a ici ce que pèse le traiteur par rapport à d'autres univers de produits. Donc, c'est un poids lourd des produits de grande consommation. Et puis là, on n'a pas mis à jour les évolutions, mais je vous le disais tout à l'heure, si on regarde ce qui se passe à fin août, en volume, le traiteur a un niveau de croissance supérieur à 5% par rapport à l'an dernier, alors que les PGC sont autour de 1,5% de croissance. Donc, le traiteur crée du trafic, le traiteur est un poids lourd, le traiteur est plus dynamique que les produits de grande consommation. Donc ça montre bien qu'on est sur un univers sur lequel auquel il faut s'intéresser. Et puis il y a un deuxième élément qui est à la fois connu et quand même en développement. Connu parce que depuis qu'on fait des études sur cet univers, on parle de deux atouts majeurs du traiteur qui sont le plaisir et la praticité. Mais là où ce sont deux éléments qui sont en train de se développer, c'est que le plaisir de la consommation est une priorité de plus en plus forte pour les shoppers. On est dans une période qui n'est pas forcément extrêmement positive. Donc la consommation joue un rôle de compensation, de consolation. Et la notion, alors c'est impensif, mais c'est une réalité, la notion de petit plaisir, et petit plaisir au travers de son alimentation,
est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour les Françaises et les Français en ce moment. Et on constate que lorsqu'on interroge une personne qui est en train d'acheter du traiteur, elle nous parle d'achat plaisir dans 57% des cas de figure, alors que sur les PGC, c'est 41, l'épicerie salée, c'est 29. Voilà. Donc on est sur un des endroits où il y a du plaisir pendant les courses. Et puis la notion de praticité, et plus que la notion de praticité, c'est la notion de facilité, qui est une caractéristique intrinsèque du traiteur, est une préoccupation, une envie qui prend de l'importance dans les comportements. On a de moins en moins envie de se prendre la tête et de perdre du temps et de s'embêter dans notre société actuelle. Donc des produits qui sont faciles, rapides à préparer, sont des produits qui sont particulièrement dans l'air du temps. Et ça fait maintenant un an et demi qu'on commence à voir dans nos indicateurs une forme de recul du fait maison et de la cuisine. Alors, certains parlent de la société de la flemme, c'est une réalité. Il y a une forme de paresse, paresse physique, paresse intellectuelle, là aussi, dans notre société, qui se retrouve dans l'attirance accrue vers des produits qui sont des produits solutions. Troisième atout, et là aussi, c'est des choses qui sont assez connues, mais qu'il est bon de rappeler en ce moment, on est sur un niveau d'impulsion qui est plus important que la moyenne PGC. On a quasiment un acheteur de traiteur sur 4 interrogé en magasin qui nous dit « Lorsque je suis rentré dans ce magasin, je n'avais pas prévu d'acheter du traiteur. » On est en recherche de solutions, d'idées repas. Et on verra tout à l'heure que ce chiffre est encore plus important chez les plus jeunes, qui sont moins ancrés dans des habitudes d'achat et de consommation. Et là, on a bien vu dans les premiers rendez-vous distributeurs qu'on a mis en place que les distributeurs voient bien qu'il est légitime de plus montrer les produits traiteurs sur le parcours d'achat dans les magasins, avec de leur promotion ou sans promotion. Donc là, il y a un levier d'action qui était assez immédiat à mettre en place. Et puis, quatrième atout de cet univers, l'extrême diversité du traiteur. Vous le savez, hein, il y a de multiples entreprises qui évoluent sur des types de produits très diversifiés. On est sur un des univers de la grande consommation qui capte le plus de moments de consommation différents et le plus de types de repas différents. On a bien sûr du prêt à manger directement, du prêt à réchauffer, on a de l'ingrédientaire, on a du rapide, de l'apéritif, etc. Il y a probablement à peu près que le petit déjeuner qui ne soit pas concerné, quoique on n'est pas à l'abri qu'il y ait certains consommateurs qui consomment des produits traiteurs pour le petit déjeuner. Donc cette très grande diversité explique les chiffres qu'on voyait tout à l'heure, qui est qu'on est sur un poids lourd parce qu'avec le traiteur, on s'adresse à tout le monde, tout le temps, pour plein de types de repas différents. Et puis, quelque chose qui est assez, qui rend le travail sur le traiteur extrêmement intéressant, c'est qu'on est sur un univers qui est beaucoup plus agile que d'autres univers de produits. Alors, c'est probablement lié au grand nombre d'entreprises, à l'agilité dont vous faites tous preuve. Et le traiteur a cette capacité à beaucoup plus rapidement que d'autres univers capter les tendances. Le traiteur a été un des premiers univers à aller sur le végétal. L'individuel, qui est une caractéristique là aussi intrinsèque du traiteur, est une tendance bien évidemment porteuse. Le nombre de personnes au foyer baisse, l'individualisation de la consommation aboutit au chacun mange son truc, le nomadisme bien évidemment. Donc il y a énormément de tendances qui sont des tendances plus ou moins récentes, mais qui sont extrêmement porteuses, sur lesquelles le traiteur est extrêmement légitime et réagit beaucoup plus rapidement en termes de développement de produits, réagit beaucoup plus rapidement que d'autres univers. Alors, on a eu une remarque d'une personne de chez U cette semaine qui regrettait le manque de proactivité, de dynamisme du traiteur sur les produits du monde. Bon, ça se discute, mais c'est intéressant de prendre conscience que les distributeurs vous attendent particulièrement sur une tendance qui est bien évidemment une tendance qui va se développer, qui sont l'attractivité pour les produits du monde, les produits exotiques, les produits ethniques. Donc voilà, le retour de U n'est pas forcément révélateur de ce qu'on entend dans toutes les enseignes, mais c'est un point qui nous a interpellés lors du rendez-vous. Et puis, ce qui intéresse beaucoup les distributeurs, c'est que les traiteurs en grande surface, pour l'instant, captent une petite partie de ce que mangent les consommateurs, puisque alors, les chiffres ne sont pas toujours les mêmes, mais en gros, la consommation alimentaire en dehors du domicile, c'est plus de 120 milliards d'euros. Le traiteur en GSA, alors ici, on n'a que le TLS, le traiteur de la mer, on n'a ni le franc balai ni la coupe, mais on est sur 12 milliards d'euros. Donc,
lorsque les distributeurs voient ce genre de chiffres, ils se disent qu'il y a énormément de croissance à aller chercher en s'attaquant à ce qui est consommé en dehors du domicile et en s'attaquant aux autres circuits dont on va parler tout à l'heure. Bon, ça, je passe vite. On va passer à la partie suivante pour respecter le timing. Donc, on est sur un bilan qui est extrêmement positif. Et j'insiste encore une fois sur l'évolution volume du traiteur depuis le début de l'année, qui est vraiment à un niveau élevé, hein, entre 5 et 6% de croissance. Mais malgré ce constat positif, on se dit qu'il y a probablement encore plus à aller chercher parce que une des caractéristiques de votre univers de produits, c'est que le champ des possibles est absolument considérable pour un consommateur, pour une solution repas. Et que les autres circuits, que les grandes surfaces, on va se parler bien évidemment du monde de la boulangerie, en particulier les chaînes de boulangerie, les fast-foods, les sandwicheries, les plateformes, voilà. Il y a un nombre absolument considérable de possibilités si on veut se restaurer de manière assez rapide avec des produits plutôt plaisir. Et ça constitue à la fois un vrai potentiel de croissance pour les grandes surfaces, mais aussi une menace assez significative. Puisque les chiffres que l'on a sortis assez récemment chez Circana, qui sont des chiffres sur des croissances sur du long terme. On est sur l'évolution des dépenses en 2025 par rapport à 2022. On constate qu'il y a des intervenants qui sont extrêmement dynamiques. On se parle des plateformes de livraison. Joe est un intervenant dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. On se parle aussi évidemment des supermarchés frais avec Grand Frais qui fait preuve d'un dynamisme qui ne se réduit pas, loin de là. Enseigne qui est en plus extrêmement ambitieuse. Alors évidemment, chez Grand Frais, c'est surtout des produits frais bruts, mais il y a une offre traiteur qui est achetée par les consommateurs de Grand Frais. Les boulangeries-pâtisseries, les freezer centers, les supermarchés bio. Donc, les grandes surfaces sont exposées à une concurrence croissante, forte, ce qui constitue, encore une fois, à la fois une menace et une opportunité. Une menace parce que, et Leclerc nous en a beaucoup parlé, hein, les chaînes de boulangerie sont une menace forte pour les magasins sur des sandwichs, des salades. Mais ça veut aussi dire que si les hyper et les supermarchés font ce qu'il faut sur le traiteur, et il y a quand même du boulot en termes d'exécution en magasin, il est possible d'aller accélérer la croissance que j'évoquais tout à l'heure. Et ce qui est assez notable, c'est lorsqu'on interroge les consos sur l'image qu'ils ont des différents circuits qu'ils ont à leur disposition pour acheter des solutions repas. On a ici la note sur 10 qui est donnée aux différents circuits. Ils donnent sur la droite de la diapositive des notes qui sont moyennes, voire médiocres sur les grandes surfaces, avec cet atypisme qui n'est pas nouveau, mais qui n'est pas normal, qui est la proximité, qui a de vraies affinités hein, avec les solutions repas et qui est à ce stade relativement mal travaillé par les magasins. Et puis tout à gauche de la diapositive, on voit que sur les spécialistes du frais, les spécialistes du surgelé, alors c'est curieux de parler de surgelé sur le traiteur, mais Picard est un concurrent des solutions repas dans les hyper et les supermarchés. Parce qu'au-delà de la technologie surgelée en tant que telle, on est sur des produits qui sont directement concurrents de ce que l'on peut acheter dans un hyper supermarché. Les commerces de quartier bénéficient là aussi d'une excellente note, très majoritairement les boulangeries, que ce soit les boulangeries indépendantes ou je l'ai cité, les chaînes de boulangeries. Donc ce que nous disent les shoppers ici, c'est qu'en gros, si je veux une solution repas fraîche, c'est mieux ailleurs en fait. C'est mieux dans d'autres types de circuits que ce que je peux trouver en hyper et supermarché. Et ce qui est peut-être un petit peu surprenant, c'est que lorsqu'on leur demande, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez chercher une solution repas, un produit traiteur, même si on n'a pas utilisé le terme de traiteur, on a parlé de solution repas fraîche, en boulangerie, chez Grand Frais, chez Picard ou en fast-food, en fait, ce qui ressort, c'est pas tellement la qualité, le contact humain ou d'autres raisons. Ce qui ressort, c'est deux éléments principaux, à savoir, ça va aller vite, ça va être rapide d'acheter, et deuxième point, il y a des formules et des menus. Voilà. Donc, ce sont deux atouts majeurs des autres circuits, qui est que lorsque je vais acheter une solution repas pour me faire plaisir, mais aussi pour manger rapidement, eh bien, des circuits qui me permettent d'acheter rapidement ces produits-là sont des circuits qui peuvent avoir ma préférence. Il n'est pas franchement concevable de passer plus de temps à acheter un sandwich qu'à le manger. Voilà.
Et dans une partie des hyper et des supermarchés, ça prend du temps d'aller acheter une solution repas. Et puis, on a les formules qui apparaissent sur les fast-foods et les boulangeries, les formules, les menus. Alors là, c'est des choses qu'on a aussi évoquées avec les distributeurs avec qui on discute, qui en fait, ils n'y arrivent pas, quoi. Les menus, les formules, ils nous expliquent que pour plein de raisons plus ou moins légitimes, ils ont du mal à mettre en place ce type de solutions qui sont pourtant un levier extrêmement intéressant pour aller capter des actes d'achat à d'autres circuits. Et puis, il y a l'autre façon de voir la situation. Là, on vient de comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, on va aller en boulangerie ou en fast-food ou chez Picard pour acheter de quoi se restaurer. On a aussi cherché à comprendre ce qui fait qu'à un moment donné, on va quand même en hyper ou en supermarché. Et ça permet de comprendre et de prendre conscience quelles sont les forces des hyper et les supermarchés par rapport aux autres circuits. Et puis, il y a des éléments qui sont assez logiques, d'autres peut-être un petit peu moins. On a d'abord le choix, le large choix, qui est un atout majeur des hyper et des supermarchés, ce qui pose aussi beaucoup de questions derrière sur la pertinence du choix, sur la lisibilité du choix en rayon, mais le choix est un atout majeur. Et puis, il y a une partie des catégories de traiteurs sur lesquelles le choix n'est pas particulièrement bien mis en valeur, pour des raisons d'organisation de magasins, mais parfois aussi pour des raisons liées au code des packaging, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Autre atout des grandes surfaces, prix et promo, bien évidemment, parce qu'il y a une partie importante des circuits dont je vous ai parlé juste avant, qui sont des circuits qui coûtent un petit peu d'argent quand même. Les marques de confiance, voilà. Et là, on se parle de marques nationales. On est sur un univers de produits sur lesquels les marques nationales ont une meilleure note que sur d'autres univers, et c'est l'inverse pour les marques de distributeurs, donc ça, c'est une particularité. Et puis, le super et la proximité sont aussi des endroits dans lesquels je peux précisément acheter du traiteur de manière relativement rapide. Voilà, donc j'ai fait assez rapidement sur ce sujet parce qu'il y a une partie d'éléments qui sont des éléments connus, même si l'évolution des modes de vie fait que les atouts du traiteur se renforcent. Voilà, le plaisir, la rapidité, la facilité. Et puis, il y a cet élément sur les circuits concurrents qui montre qu'il y a véritablement de la croissance à aller chercher en travaillant les forces des grandes surfaces et puis en réduisant les faiblesses. J'en ai cité deux tout à l'heure. La faible présence des menus et puis le temps long pour acheter ces produits en magasin. Donc, on va maintenant passer et je vais laisser la parole à Pascal, à deux cibles qui sont des cibles évidemment stratégiques, qui sont les jeunes et les seniors. Pascal, je vais te laisser prendre la main sur la présentation, si ça te va. Oui, très bien. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Ça va? Oui, c'est parfait. Oui, Donc, c'est bon. merci beaucoup, Pascal. Frédéric. Donc, ce que je voulais un petit peu vous présenter, c'était des éléments un petit peu sur les attentes des différentes cibles qui sont intéressantes pour le rayon traiteur, et puis commencer par quelques éléments d'évolution qui ont déjà été cités par Frédéric, mais qui sont importants pour regarder quelles sont les tailles aussi des marchés selon les cibles, hein. Donc, le premier point, c'est qu'on a, évidemment, quand on regarde génération jeunes et les générations plus âgées, vous avez entendu ce terme de boomer, il y a des différences qui sont avant tout liées au poids des démographiques, hein, des boomers qui sont aujourd'hui toujours en poids les plus importants, mais aussi il y a un poids économique, hein, et notamment on a un taux d'épargne qui est énorme de 20% aujourd'hui, et ceux qui ont plus d'épargne, c'est les 55-64 ans, d'où l'intérêt de s'intéresser à deux cibles, aux jeunes, aux nouveaux consommateurs, mais aussi à ceux qui ont le pouvoir économique. Donc, il y a des différences générationnelles qui sont liées au vécu des individus, notamment au fait que ces générations des boomers, hein, qui sont les générations robots électriques, hypermarchés, aliments-services, qui ont eu, notamment pour ceux qui sont nés à partir de 46, des conditions économiques très favorables, et donc qui ont cumulé du patrimoine et qui aujourd'hui sont ceux qui pourraient consommer plus. Et puis derrière ces différences économiques, on a aussi des différences de valeur, et c'est surtout sur ça que je vais intervenir. C'est que notamment, on a à partir de cette génération hypermarché des valeurs qui ont été déterminées en termes générationnels parce qu'elles sont beaucoup plus attirées par le plaisir, on en a beaucoup parlé, mais aussi elles sont beaucoup plus ouvertes, hein, finalement, à des innovations, à aller sur des marchés plus ethniques, et elles sont beaucoup plus individuelles. C'est-à-dire que ce qui compte avant tout, hein, c'est de maximiser, notamment en ce moment,
pour toutes les générations qui vont suivre, c'est maximiser sa santé. On optimise au travers de son alimentation sa santé et ça se voit sur certains marchés ou notamment, par exemple, les marchés qui mettent en avant les protéines. Pour la relation à l'alimentation, ce qu'on a vu au cours du temps, en 25 ans, c'est surtout une montée finalement des inquiétudes vis-à-vis de ce qu'on mange. Et ça va créer chez les plus jeunes finalement des recherches de produits qui vont être très différents en termes générationnels, notamment parce qu'on a depuis 25 ans des messages sur la nutrition qui n'existaient pas auparavant. Et tout ça s'est mis en place en termes d'inquiétude de montée à partir du moment où on a eu notamment la crise de la vache folle en 2000, qui finalement a fait que les médias se sont emparés des sujets et qu'on parle beaucoup plus des crises. Il suffit de voir ce qu'on a vu cet été. Je pense qu'entre la crise d'Escherichia coli, la listeria et la loi du plomb, on a beaucoup parlé quand même de tout ce qui touche à la production agricole et au contenu des assiettes des consommateurs. Donc on a un enchaînement de crises sanitaires qui ont été très fortement médiatisées. On a eu des crises qui n'étaient pas du tout sanitaires mais alimentaires, comme la crise de viande de cheval qui a touché finalement quand même beaucoup le rayon traiteur. Et puis on a aujourd'hui des affaires qui vont sortir et qui font qu'aujourd'hui dans les enquêtes en 2025, on a 75% de Français qui vous disent qu'ils sont inquiets vis-à-vis de leur alimentation, alors qu'on était à 50% il y a 25 ans. Donc, il y a vraiment ces inquiétudes qui touchent les jeunes générations plus que les autres parce qu'ils sont nés dedans et ils sont nés surtout avec le programme national nutrition santé. Derrière les effets de génération, on a évidemment des effets nombre. Et alors, le premier effet, c'est cette pyramide des âges qui fait qu'en effet, entre 1946 et 1965, on a des cohortes d'un nombre d'individus c'était des générations où on avait 800 000 naissances par an. Et là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment, pour les plus jeunes, on est vraiment une baisse de la natalité qui est très forte depuis 5 ans. Cet été, on a atteint un seuil où on a plus de décès que de naissances. S'il y a plus de décès que de naissances, c'est que la population va décroître, sauf si, évidemment, on a des immigrés. Et donc, derrière ces changements en taille de cohorte, on a évidemment un vieillissement qui est que la population va vieillir naturellement parce qu'on a moins de jeunes et qu'on a une espérance de vie en plus qui augmente. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a un cinquième de la population qui a plus de 65 ans et qu'on aura un tiers d'ici 2070. Donc, comme je l'ai dit, une population des silver qui est à prendre en compte parce qu'elle va être plus nombreuse. C'est celle qui pèse le plus sur le marché de l'alimentation. Si je prends toutes les tranches d'âge, c'est ceux qui pèsent sur les marchés en termes de poids parce qu'ils dépensent aussi plus en alimentation. En plus de cet effet nombre, on va avoir les modes de vie. Et ça, les modes de vie, évidemment, tirent très fortement cette tendance à acheter des produits tout prêts. C'est qu'on est dans une évolution vers une forte progression des gens qui vivent seuls. Donc ça, vous le voyez ici, quand je prends l'ensemble des foyers en France, on était à 26% en 90. Aujourd'hui, on est à plus d'un tiers des foyers qui sont composés d'une seule personne. On a aussi une progression des familles monoparentales. Donc, c'est un peu la même façon de vivre. C'est qu'on a un seul adulte, donc moins de capacité à manger à plusieurs et puis surtout moins de capacité à faire la cuisine. Et ça marque évidemment ce besoin de plats tout prêts qui ne fait que croître. Donc, on a une baisse des foyers avec enfants. La ménagère de plus de 50 ans n'existe plus puisque c'est plus qu'un quart de la population, les foyers, les couples traditionnels avec des enfants, avec la baisse de la natalité. Et puis, on a de plus en plus de ménages sans enfants, donc des couples sans enfants avec le vieillissement de la population. Donc, ces évolutions qui sont aussi liées à l'urbanisation, on vit de plus en plus en ville, et c'est ça qui permet à la fois aux jeunes de vivre seuls et d'être seuls avant de se mettre en couple, aux gens qui se séparent, il y a de plus en plus de divorces, de vivre seuls, et
tout en étant dans un environnement où en effet on a une offre alimentaire qui est beaucoup plus importante. Il y a un facteur majeur qui aussi explique la progression du secteur du traiteur et de toute cette offre de services, d'aliments-services, c'est évidemment la mise en place du télétravail. La mise en place du télétravail, même si ça baisse un petit peu, on le voit ici, la proportion de gens qui a au moins une journée de télétravail par semaine est d'un tiers, et ça fait 7% des journées de travail des actifs. Donc ces 7% depuis le Covid, avant c'était 0,5%, ça fait progresser le besoin de repas tout prêts, parce que ça a été montré, quand on est en télétravail, on ne fait pas la cuisine, c'est à peine un quart de ce qu'on consomme qui a été cuisiné chez soi. Donc on a ces facteurs structurants qui sont mis en place et qui vont continuer. Donc si on se projette, on a un besoin d'aliments-services en très forte hausse, que ce soit du côté de la dépendance, que ce soit du côté des gens qui vivent seuls. Et ce qu'on constate, c'est que en termes de budget consacré à l'alimentation, on a quand même eu un gros choc lié à l'inflation. On va pas, on est obligé d'en parler. C'est la création finalement d'une insécurité alimentaire. On est aujourd'hui à un tiers des Français qui n'arrivent pas soit à manger à sa faim, soit sont obligés de sauter des repas, soit en milieu de mois sont obligés de changer de type de produit acheté. Et ça touche plus particulièrement les jeunes. Donc le chiffre en 2024, c'était 58%, ça a été remesuré. Aujourd'hui, on est à 62% des 18-24 ans qui sont dans cette situation. Et donc, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter à manger, c'est lié à un phénomène qui est très particulier à la France, c'est le poids du logement. On est le pays d'Europe, le deuxième, à avoir le poids du logement plus élevé. Et le poids du logement, il touche avant tout les plus modestes, mais aussi les jeunes, surtout quand ils veulent en tant qu'étudiants aller dans des grandes villes. Donc, comme ils ont un budget logement très fort, ils sont obligés d'ajuster sur l'alimentation, et c'est ce qu'on voit ici. Ici, je vous montre le poids des dépenses alimentaires par âge, et on voit que c'est beaucoup plus faible chez les plus jeunes. On va être à 3% et on va être à 12%, 15% chez les plus âgés. Et si on regarde quelles sont les différences selon les générations, eh bien on voit que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on consacre peu d'argent à son alimentation, et puis qu'en vieillissant, comme on a moins d'autres dépenses, on va consacrer plus. Il y a un peu cet effet-là, mais il y a aussi un autre effet qui est un effet de génération. C'est-à-dire que les générations les plus âgées, quand je suis une cohorte, je vois bien que chez ceux qui ont 90 ans aujourd'hui, mais ils ont, cette génération-là, toute leur vie consacré 20% de leur budget à l'alimentation. Et puis d'une génération à l'autre, la génération ici des baby-boomers, on a 15% de son budget qui est consacré à l'alimentation, et les plus jeunes, eh bien, on n'est qu'à 8%. Et on voit que ça s'installe dans la durée. Quand on a pris l'habitude de ne consacrer que 8% de son budget à l'alimentation, eh bien, toute sa vie, on continue à n'y consacrer que cet argent. Donc, même s'il y a eu un petit rattrapage sur les dernières années chez les plus jeunes, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil quand le pouvoir d'achat augmente, comme c'est le cas en ce moment. Mais ils sont obligés de consacrer peu d'argent. Donc à la question, est-ce qu'ils pourront payer plus cher leur alimentation, qui est un peu dans le débat agricole aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc le point maintenant, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu les différences générationnelles par rapport à l'alimentation. Donc en essayant d'être sur des approches un petit peu qualitatives, si on pose des questions ouvertes dans une enquête représentative de 2000 individus, si je vous dis alimentation saine et durable, à quoi pensent les plus jeunes? Eh bien, les plus jeunes, ils sont vraiment très ancrés dans le contenu de leur assiette et aller chercher des aliments qui vont être sur ce qu'on appelle un peu le One Health, qui associe à la fois bon pour la santé et bon pour l'environnement, parce que les jeunes générations font ce lien-là, même s'ils considèrent que d'accéder à des aliments bons pour la santé et bons pour l'environnement, c'est cher. Ils vont évidemment penser à des produits d'origine biologique quand on associe santé et environnement. Des jeunes, tout à l'heure Frédéric l'a dit, je vais aller un petit peu plus vite, ils vont être dans cette compréhension des risques santé et associent très vite finalement l'alimentation aux maladies, aux nouvelles maladies, donc les cancers. Ce qui les inquiète le plus, c'est avant tout les cancers. C'est
la question de l'ultra-transformé, c'est devenu un sujet qui aujourd'hui touche beaucoup de monde, mais plus particulièrement les jeunes. C'est 20% de la population et 24% des 18-24 ans. Quand on regarde spécifiquement les plus jeunes, quand je fais le nuage de mots de ce qu'ils disent sur cette question d'alimentation saine et durable, eh bien, ils sont avant tout sur des questions de contenu à un niveau très précis de la qualité de l'aliment en termes de nutrition. Ils pensent avant tout aux protéines. Ça, c'est évidemment cette question du renforcement musculaire et un petit peu ce culte du corps, mais aussi ces questions d'équilibre protéines animales, protéines végétales, parce que en pensant protéines pour sa santé, on pense aussi à la préservation de la planète. Donc, on va avoir plus de flexitariens, plus de végétariens. On le voit ici, les 18-24 ans, il y en a 30% qui sont ou végétariens ou flexitariens, et c'est que 20% chez les plus âgés. Donc, ils vont faire des choix vers moins de viande. Moi, je viens de mesurer dans les carnets alimentaires la quantité de viande, tout compris, y compris la viande des hamburgers. Cette année, c'est bien les 18-24 ans qui en consomment le moins. Ce n'était pas le cas en 2019. Ils vont aller faire certains gestes, mais pas tant qu'on pourrait le croire en termes de recherche de produits qui sont meilleurs pour l'environnement. Ils vont acheter plus de consignes et aller plus vers des d'emballages qui sont consignés, mais il y a d'autres gestes qui vont être moins faits, notamment pas dépenser plus sur le bio, ils n'ont pas les moyens. Dans le contenu de leur repas, ce qu'ils aiment quand ils mangent, c'est surtout d'aller vite. Et ça va vraiment avec cette question d'avoir des produits faciles d'accès. Ils ne vont pas être tant que ça à faire de la cuisine, même s'il y a eu un petit rebond pendant le Covid. C'est à peu près autant que les autres, faire des plats plus d'une heure, mais ils vont être plus dans des organisations qui sont d'amener des lunchbox sur le lieu de travail, un peu plus que les autres, avec ici un indice de 114 par rapport aux autres, et à préparer en avance leur repas. Alors, pourquoi la lunchbox? C'est à la fois parce qu'ils font partie des gens qui s'intéressent plus au contenu nutritionnel de leur repas, et qu'évidemment, ça leur permet aussi d'optimiser leur budget, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus tendu de leur côté. Je ne reprends pas tous les éléments de Frédéric, mais en effet, ce sont ceux, les jeunes générations, c'est avant tout ceux qui se font le plus livrer des repas. La livraison de repas augmente et évidemment, ils sont 5 fois plus que les plus âgés à le faire. Maintenant, si on passe à une cible qui est peut-être un peu oubliée, mais qui est celle qui dépense le plus dans la GMS, c'est-à-dire que comparativement aux jeunes, on l'a vu tout à l'heure, ils sont à 20% de poids de leurs dépenses totales dans l'alimentation à domicile, alors que les plus jeunes, c'est que 8%. Eh bien, ces générations-là, c'est une vision complètement différente. Eux, ils ne sont pas du tout sur l'aliment, ils sont sur le modèle agricole. Finalement, quand ils pensent à alimentation saine et durable, c'est comment est produit le produit brut. Donc, évidemment, ils sont plus à rechercher, ils font plus de cuisine en réalité, et donc à chercher des produits qui viennent directement de l'agriculteur en circuit court, et ils vont aller dans ces circuits qui vous mettent en relation avec le producteur en direct. Et donc, c'est eux qui sont à fond sur des produits qui sont plutôt d'agriculture biologique, qui sont sans pesticides. C'est ce modèle agricole qu'ils vont rejeter le plus fortement, celui qui a mis des pesticides dans leur assiette, et le sans OGM, et l'équitable, et le local. Alors par contre, tous ces critères qui ont progressé, les marques locales se sont un peu mieux vendues, ça vient des plus âgés et beaucoup moins des plus jeunes qui n'ont pas forcément la maturité économique pour se poser cette question de mieux rémunérer les agriculteurs. Ce sont les silver, donc vraiment les plus âgés, qui sont à fond dans leur façon d'exprimer les choses et dans ce qu'ils vont regarder sur les étiquettes. Quelle est leur première inquiétude? Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, les plus jeunes, c'était les cancers. Les plus âgés, c'est les causes des cancers, en fait. C'est les nombres d'additifs. Donc, ils ne vont pas parler d'ultra transformés. Eux, ils vont regarder les colorants, les additifs dans les aliments, et ils sont plus façon pas complètement très significative par rapport aux autres, mais à regarder un peu plus la présence de pesticides. Dans leur façon de manger, ils vont être beaucoup plus attachés à
finalement la détente et le fait de regarder ce qu'on mange en étant avec les autres. Et donc, ils sont sans doute plus attachés au modèle traditionnel, hein, à être à table ensemble et à passer du temps dans le calme, alors qu'évidemment, les jeunes sont beaucoup moins sur ça, hein, puisqu'on l'a vu, eux, ça évite, ce n'est pas le cas des plus âgés qui ont plus de temps. Donc, pour conclure, c'est de bien voir qu'en effet, il y a quand même des différences très fortes selon qu'on s'adresse à une cible qui est la Gen Z, qui va finalement être beaucoup plus en situation où ils ont besoin de solutions repas parce qu'ils vivent seuls, parce qu'ils mangent sur le pouce. Donc des choses très faciles, très pratiques, très rapides. Ce qui augmente le plus dans les occasions de consommation, c'est les prises hors repas. À l'intérieur du hors repas, on met sur le pouce, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup moins à table. Et sur ces produits-là, ils recherchent avant tout, finalement, toutes ces nouvelles choses qui touchent le One Health, hein, donc une vision très systémique du lien entre santé pour soi. Donc, c'est vraiment la santé optimisée, hein, c'est vraiment cette optimisation, cette envie de longévité, cette envie d'avoir une espérance de vie qui soit beaucoup plus longue. Donc, on regarde tout ce qui est publié sur ces sujets, donc les protéines, tout ce qui est plutôt positif sur la santé, mais aussi évidemment plus de végétalisation. Alors, eux, ils sont plus adeptes, bien sûr, des substituts de produits animaux avec à la fois les jus végétaux, mais aussi les solutions de plats à base que de végétal. Les plus âgés, évidemment, ils ont un mode de vie où ils sont plus dans un modèle traditionnel, hein, ils vivent plus en couple, ils sont plus dans 3 repas par jour et eux, ils ne prennent absolument pas de repas sur le pouce, ils ne prennent pas de prise hors repas, ils mangent à table. Et eux sont beaucoup plus sur la matière agricole qui est mise dans le plat. Donc, ils vont chercher toutes les mentions sans OGM, sans résidus de pesticides. Et c'est ceux qui vont avoir plus de moyens pour acheter des produits qui seront bio. Et ils vont évidemment être aussi plus à la recherche, hein, de produits locaux et de Made in France. Voilà un petit peu sur ce portrait un petit peu plus qualitatif. Et je vais repasser la parole à Frédéric, qui maintenant va vous parler un petit peu des comportements d'achat de ces deux cibles. Donc, on a ici la quantification des deux cibles que nous sommes allés observer et interroger en magasin. Donc, on a interrogé les 18-30 ans, voilà, de manière très précise en termes de fourchette. Donc, ça représente, mine de rien, quasiment 10 millions de Français. Même si le pays vieillit, on est sur un nombre quand même assez conséquent de consommateurs, d'autant que on est dans une société qui est particulièrement en quête de jeunisme. Donc, cette cible-là diffuse ses habitudes de consommation et d'achat au reste de la population. L'exemple le plus marquant étant la diffusion des habitudes alimentaires des plus jeunes vers les plus âgés. Et puis les retraités, là, les chiffres sont quand même particulièrement marquants. Alors, je ne parle pas ici de seniors, on parle de retraités, donc c'était un critère là aussi très précis. On se parle de quasiment 18 millions de Français, c'est-à-dire 27% de la population. Donc là, quantitativement, et Pascal l'a effectivement dit, hein, là aussi du point de vue du pouvoir d'achat, on est sur une cible qui est absolument stratégique. Alors, pour travailler avec beaucoup d'industriels, la cible jeune, ça fait des années que tout le monde est très préoccupé par cette cible. Ce qui est assez surprenant et assez positif, c'est qu'en assez peu de temps, depuis un an et demi, il y a une vraie prise de conscience chez les industriels qu'il faut peut-être commencer à s'intéresser aux retraités. Voilà, il y a vraiment un phénomène assez rapide, je trouve, dans cette prise de conscience. Prise de conscience qu'on ressent moins chez les distributeurs, à part chez U, voilà, qui a toujours été très préoccupé par cette cible-là. Mais si on regarde ne serait-ce que la communication de la plupart des enseignes, on reste quand même sur une communication qui continue à cibler les familles. Voilà, il suffit de regarder les publicités ou il suffit de regarder les formats promotionnels qui sont mis en avant. Il y a encore un petit peu de retard là-dessus chez les distributeurs. Donc l'enjeu est avec les résultats de cette étude qu'on les amène à s'intéresser plus à ces deux cibles qui, vous allez le voir, sont quand même très différentes en termes de comportement d'achat, avec une cible retraitée qui est
relativement satisfaites de ce qu'elles trouvent en magasin. Par contre, les jeunes adultes sont extrêmement insatisfaits de ce qu'ils trouvent en traiteur en magasin. Et il y a un vrai risque que de plus en plus, les jeunes adultes, lorsqu'ils vont acheter du traiteur en magasin, nous disent que c'est un peu le monde d'avant, quoi, le traiteur en magasin. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça, mais c'est un point qui est une alerte assez significative. Bon, beaucoup de choses ici, ça dit quelque chose d'assez simple. On a la fréquentation des circuits pour faire les courses. Ce qui est en rose, c'est la fréquentation chez les plus âgés, et ce qui est en violet, c'est la fréquentation chez les plus jeunes. Je vous disais, ça dit quelque chose d'assez simple, qui est que les plus âgés surfréquentent les circuits physiques de la qualité, les circuits de spécialistes. Donc, on a le marché, les commerces de quartier, les producteurs, les spécialistes du surgelé et du frais, qui sont des circuits surfréquentés par les plus âgés. À l'inverse, les plus jeunes, sans aucune surprise, fréquentent plus les circuits digitaux pour faire les courses, que ce soit la livraison de repas, que ce soit le drive, les pure players, etc. Mais attention, les jeunes ne délaissent absolument pas les grandes surfaces, hein. Les jeunes adultes continuent à aller en magasin, en hyper et en supermarché. Ça montre bien que si on veut aller récupérer ou aller développer ces deux cibles-là, en fait, les distributeurs sont confrontés à des concurrences qui ne sont pas les mêmes en fonction de la cible. Et puis, c'est confirmé par cet élément-là, qui est une question très simple, hein. Les personnes étaient interrogées en magasin et ils venaient d'acheter un produit, un ou plusieurs produits traiteurs, et on leur posait la question suivante. S'il n'y a pas de rayon traiteur dans ce magasin, vous faites quoi? Et ce qu'on va regarder, c'est les chiffres qui sont plutôt en bas de la diapositive, c'est-à-dire ce qui est en jaune et en violet, où on constate que sur la partie en bas à droite, là, les jeunes, c'est le violet, et les jaunes, c'est les plus âgés, sont beaucoup plus nombreux à nous dire s'il n'y a pas de rayon traiteur dans un magasin, je vais aller dans un autre type de magasin, ou je vais aller en restauration, ou je vais me faire livrer. Ça veut dire que le risque de fuite des jeunes adultes au détriment des grandes surfaces et au profit de la restauration et d'autres types de magasins ou des plateformes est logiquement beaucoup plus important. Donc, ça veut dire qu'il y a un risque réel dans les années qui viennent que les jeunes adultes se détournent du binôme grande surface traiteur pour aller acheter et se nourrir dans d'autres types de circuits, en restauration ou sur les plateformes de livraison. Alors, on va continuer à décrire les atypismes de chacune de ces deux cibles. Sur l'impulsion, donc ici, on est sur l'impulsion sur la famille de produits, donc sur du plat cuisiné, sur des salades, sur des box, etc. On est sur un constat qui n'est pas propre au traiteur, mais qui est que les plus âgés ont des habitudes d'achat beaucoup plus ancrées, sont beaucoup plus dans une routine, donc ont des courses où l'impulsion est beaucoup moins importante que chez les plus jeunes, ou à l'inverse, on est face à une cible qui, de toute façon, de manière générale, prépare moins, et moins dans l'anticipation et dans les préparations. C'est une cible qui est aussi caractérisée par des habitudes d'achat moins routinières et moins ancrées. Donc, il y a plus d'impulsion chez les 18-30 ans. Ça veut dire que toutes les actions à mener en dehors du rayon traiteur pour aller capter cette cible-là sont extrêmement importantes. Voilà, là, c'est une autre caractéristique assez logique de ce que je viens de décrire, à savoir plus de routine, plus d'habitudes très ancrées chez les plus âgés et plus de découvertes chez les plus jeunes. On a 19% des acheteurs de traiteurs retraités qui nous ont dit avoir acheté le produit pour la première fois. Donc, encore une fois, on est en rayon. Il vient d'acheter un produit ou elle vient d'acheter un produit. Est-ce que c'est un produit que vous achetez pour la première fois? 19% chez les plus âgés, c'est 29% chez les plus jeunes. Tout ça est assez évident. Mais ça montre bien que la logique de découverte, c'est-à-dire favoriser la découverte soit d'innovation, soit de produits qui existent déjà mais qu'on n'a jamais acheté, doit être une priorité encore plus forte chez les plus jeunes. On notera d'ailleurs que sur le traiteur, on a 25% de primo-achat. Sur les PGC, on a 14% de primo-achat. Donc, on est naturellement sur un univers de produits sur lequel on découvre beaucoup plus que sur les autres univers de produits, parce qu'il y a beaucoup d'implications sur le travail sur l'innovation, mais aussi le travail sur des produits, comme je le disais tout à l'heure, qui sont dans les rayons depuis longtemps, mais qui n'ont jamais été achetés. Donc, on voit bien sur ces différents indicateurs que entre les plus jeunes et les plus âgés,
on est sur des comportements d'achat qui sont particulièrement différents. Tout ça s'explique de manière assez aisée. Alors, autre élément qui est… alors là, on est vraiment dans du très concret et du très terre-à-terre, mais c'est un sujet qui revient énormément ces dernières semaines dans les discussions qu'on a à la fois avec les industriels et avec les distributeurs, c'est la rupture. La disponibilité des produits en rayon. Alors, les explications sont multiples. Hein. Ça peut être, au dire des distributeurs, une dégradation des taux de service chez les industriels. Okay, et ça peut aussi être, au dire des mêmes distributeurs, des problèmes de personnel en magasin qui aboutissent à des ruptures qui sont, en particulier dans le traiteur, particulièrement problématiques. Mais si on revient à nos deux cibles, en jaune les plus âgés et en violet, en mauve les plus jeunes, on constate que si on demande à une personne qui vient d'acheter un produit traiteur ce qu'elle ferait à ce moment-là si elle ne trouve pas son produit, on a un chiffre qui est extrêmement important, qui est celui qui est tout à droite, le 38%. 38% des retraités qui nous disent le produit que je viens d'acheter, s'il n'est pas dans mon rayon, ou si je ne le vois pas, parce qu'on peut avoir une rupture perçue et non réelle, eh bien je repars du rayon sans rien. Ça veut dire que le non-achat du fait de la rupture, du fait du manque de disponibilité du produit, le non-achat correspond quasiment à 4 shoppers sur 10 chez les plus âgés. Avec, inutile de le préciser, une énorme insatisfaction et beaucoup d'agacement dans ce contexte-là. Ça montre bien que sur cet enjeu qui est un enjeu fondamental, même si on parle de choses qui sont très terre-à-terre, hein, le travail sur la disponibilité des produits, qui passe par le taux de service industriel, qui passe par plus de mains dans les rayons de la part des distributeurs, mais qui passe aussi par la tenue des rayons, est un enjeu fondamental auprès de la cible retraitée. Et puis, j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, les jeunes adultes, ils ne sont pas contents de rayon traiteur dans les grandes surfaces. On leur a demandé de noter le rayon traiteur. Donc, un écart, une note de 7,4, c'est une note qui commence à être mauvaise hein, par rapport à des normes que l'on a. 7,4 sur 10. Et ces jeunes adultes sont particulièrement critiques en termes de déficit de plaisir, en termes d'information, en termes de propreté et de tenue du rayon. À l'inverse, les plus âgés, les retraités, expriment une satisfaction assez nette par rapport à ce qu'ils ont sous les yeux. Note globale du rayon, plaisir, information, propreté. Donc, on est vraiment face à deux cibles qui n'expriment pas du tout la même chose. Si je vous rappelle ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a un plus grand risque de fuite chez les plus jeunes adultes par rapport aux autres circuits et la restauration, ce point-là est assez inquiétant. Donc, on a creusé en leur demandant quels étaient les irritants du rayon. Qu'est-ce qui vous agace dans ce rayon? Qu'est-ce qui vous pose problème? On a toujours nos plus jeunes qui sont en violet, nos plus âgés en jaune, et on constate qu'il y a deux irritants qui sont bien plus cités par les plus jeunes, qui sont « il n'y a pas assez de choix » et « ce rayon ne me donne pas assez d'idées pour manger ». Alors, le choix, ça pose quand même pas mal de questions, parce que comme sur plein de sujets, il y a le choix réel et le choix perçu, donc il est probable qu'il faille mettre en avant plus certaines offres. Il est aussi probable qu'il est nécessité à développer plus certaines offres. On verra tout à l'heure que les offres végétariennes sont plus attendues par les plus jeunes. Les produits du monde, sur la plupart des catégories, sont plus attendus là aussi par les plus jeunes. Donc là, on touche ici du doigt une forme de déficit de modernité de l'offre traiteur dans les grandes surfaces du point de vue des plus jeunes. Et puis, le rayon qui ne donne pas assez d'idées pour manger, là aussi, ça rejoint le constat qu'on est face à des consommateurs qui sont beaucoup plus dans le manque d'anticipation, dans la prise de décision sur le moment même de l'acte d'achat ou de l'acte de consommation. Donc, donner des idées de repas de différentes façons, avec les produits, avec des menus, avec des animations en magasin, est une nécessité pour s'adresser à cette cible. Voilà, pour les attentes à la fois globales qu'on a sur la première ligne et puis par cible qui montrent des atypismes, mais c'est aussi un moyen de rappeler que par rapport aux normes que l'on a sur les produits de grande consommation, on est sur un univers de produits, mais ça fait 10 ans qu'on le dit aux distributeurs, qu'on est sur un univers sur lequel il y a beaucoup plus d'attentes de nouveautés, 49% sur le traiteur, 14% sur les PGC,
et que l'attente de plus de choix, c'est 35% sur le traiteur, c'est 23% sur les PGC. On a sur un univers de produits qui correspond à son repas de tous les jours, donc on est beaucoup plus frustré lorsqu'on a l'impression, et ils ont l'impression dans certains endroits du traiteur ou dans certains pôles snacking, de voir toujours la même chose depuis 15 ans. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas. Et en termes d'attente, en termes d'offres, il y a des atypismes qui sont tout à fait logiques. Pascal l'évoquait, mais on l'a ici de manière très forte sur le local. Les attentes de produits locaux sur le traiteur sont quasiment 2 fois plus citées chez les plus âgés par rapport aux plus jeunes. Ça rejoint des enseignements qu'on a dans d'autres études, où l'origine géographique est une préoccupation majeure pour les plus âgés. Les plus jeunes n'en ont pas grand-chose à faire de l'origine géographique des produits. À l'inverse, on constate que l'attente de formules repas ou de produits végétariens est 2, 3, 4 fois plus citée chez les plus jeunes que chez les plus âgés. Donc, encore une fois, on se parle de 2 clientèles qui sont quand même particulièrement différentes. Et puis, la question qui peut se poser par rapport aux services qui peuvent exister dans la restauration, voilà, ou aux services qui peuvent commencer à se développer dans les grandes surfaces, c'est l'attractivité plus ou moins forte de différents dispositifs. On a encore et toujours nos plus âgés qui sont en jaune, nos plus jeunes qui sont en violet, et on leur a demandé de donner une note d'attractivité à différents dispositifs qui peuvent exister en restauration ou dans certains hyper ou supermarchés, avec un écart assez considérable entre les deux cibles, qui est que les bars à salade, les espaces de retrait, les bars à sandwich ou un espace pour manger sur place sont des dispositifs rejetés par les plus âgés. Par contre, ce sont des dispositifs qui sont extrêmement attractifs chez les plus jeunes. Là, en fonction de la zone de chalandise d'un magasin, en fonction de la clientèle qu'on cherchait à cibler, des bars à salade, des bars à sandwich, des espaces de retrait ou un espace pour manger peuvent être des incontournables, tout comme, si on cible des plus âgés, sont des éléments qui sont à oublier par rapport à la clientèle du magasin. Voilà, et puis on a le même type d'enseignement, non pas sur des dispositifs, mais plutôt sur des services qui... pour autoriser Pascal, hop, des services qui peuvent aider lors de l'acte d'achat. Les plus jeunes réclament plus des services qui peuvent être digitaux ou pas, hein, qui leur permettrait de voir plus les nouveautés, de géolocaliser les produits, de voir des photos de produits lors de la consommation ou de payer plus rapidement. Donc là, on a des écarts qui sont un peu moins importants que ce qu'on voyait sur les dispositifs, mais qui montrent bien la nécessité de faire évoluer les dispositifs et les services en magasin, surtout si on a comme priorité de s'adresser aux jeunes adultes. Ça, je passe vite, ça aussi. Donc, voilà le résumé des spécificités. Donc, si on veut cibler nos plus de 9 millions de 18-30 ans qui, ce que disait Pascal tout à l'heure, vont probablement emmener leurs habitudes de consommation et d'achat dans les années qui viennent avec eux, parce qu'on est sur des effets générationnels. Si on veut cibler cette cible-là, c'est un choix plus large, c'est plus d'idées repas, c'est plus de services, une offre végétarienne à développer, des espaces repas en magasin, et puis on a masqué les éléments, mais le pôle snacking qui est un endroit extrêmement important pour cette cible-là. À l'inverse, si on veut transformer ce très fort potentiel à court terme sur les plus âgés, on a cet incontournable qui est la disponibilité des produits dans les rayons, les produits locaux, les produits bio, des initiatives RSE, j'ai passé la diapositive là-dessus, mais il y a des initiatives RSE qui sont plus attendues par les retraités, c'est un atypisme assez marquant, les promesses santé, et puis la visibilité des innovations, là aussi j'ai passé vite sur la diapositive, mais les plus âgés se plaignent beaucoup plus que les plus jeunes de ne pas voir les innovations dans les rayons, parce que la sensibilité à l'innovation est loin d'être inexistante chez les plus âgés. Et de manière plus générale, pour passer pas mal de temps dans les magasins, je vois quand même assez souvent des retraités, des personnes manifestement plus âgées que d'autres, qui se plaignent de ne pas trouver leurs produits, de ne pas voir les innovations, qui se plaignent de changements de packaging, donc qui sont plus insatisfaites de problématiques en termes d'exécution en magasin.
Et puis, une dernière partie qui va durer entre 5 à 10 minutes. Donc, si vous le souhaitez, ça nous laissera du temps pour échanger après. C'est basé sur une approche très pragmatique, qui est qu'on a, donc chez Circana travaillé sur l'identification de magasins surperformants. Donc, on a utilisé différents critères. Le chiffre d'affaires du magasin, la part de marché du magasin sur sa zone de chalandise. On a tenu compte de biais ou d'éléments qui peuvent influencer la performance d'un magasin, tels que la zone de chalandise en termes de profil, mais aussi tels que la concurrence des autres circuits. On a donc mené un travail extrêmement précis pour aboutir à une sélection de magasins qui sont clairement meilleurs que d'autres. J'allais dire toutes choses égales par ailleurs, presque toutes choses égales par ailleurs. Donc la démarche était quand même particulièrement robuste. Donc on a les bons et les mauvais magasins sur le traiteur. Et pour comprendre ce qui fait la sur- ou la sous-performance d'un magasin, on a évidemment regardé quelles étaient les caractéristiques en termes de taille d'assortiment, en termes de promotion, de prix. En l'occurrence, le prix n'est pas un facteur explicatif de la surperformance ou de la sous-performance, et ça, on l'a dit au distributeur. Et puis, nous sommes allés mener des relevés dans ces magasins-là. On est allé voir comment étaient organisés ces magasins-là, s'il y avait du balisage, où était la coupe, où était le frais emballé, s'il y avait un pôle snacking. Donc, on a recueilli un nombre important d'éléments qui peuvent expliquer cette sur- ou cette sous-performance. On a mis tout ça dans la machine et ça nous a sorti des indices de corrélation entre la surperformance, la sous-performance et différents éléments que je vais vous décrire ici. Et les premiers éléments qui expliquent la surperformance d'un magasin, c'est la façon dont le magasin est configuré par rapport aux différents rayons traiteurs. Premier élément qui crée de la surperformance, un pôle snacking en entrée de magasin. Dans les magasins surperformants, il y avait beaucoup plus de pôles snacking en entrée de magasin. Rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure. Une des raisons majeures de fréquentation des autres circuits, c'est parce que ça va aller très vite d'acheter mon produit. Eh bien là, on a une réponse qui est intéressante. Ça ne veut surtout pas dire que du snacking au cœur du rayon traiteur est une mauvaise idée, parce qu'il y a une partie des usages de produits snacking qui sont des usages à domicile. Donc, et ça, c'est une discussion qu'on a eue avec un distributeur il y a quelques jours, il serait tout à fait légitime d'avoir une duplication de l'offre dans les magasins, sur le snacking, en entrée de magasin et dans le rayon traiteur. Alors, bien sûr, la duplication dans des magasins physiques, c'est compliqué. Ça l'est un petit peu plus sur le drive, mais ce n'est pas le sujet. Deuxième élément qui crée de la surperformance sur le traiteur, alors ça correspond à un moment de consommation qui est un moment très investi par les consommateurs, qui est l'apéritif. Dans les magasins surperformants, il y avait 2 fois plus de pôles apéritifs que dans les magasins sous-performants. Le pôle apéritif, c'est difficile à mettre en place. Il y a beaucoup d'interrogations parce qu'on est potentiellement sur un nombre de catégories concernées qui est extrêmement importante. Mais là, c'est une bonne idée à mettre en place parce que ça correspond à ce moment de consommation qui est porteur, mais il faut être conscient que les produits qu'on met dans un pôle apéritif ne seront pas forcément consommés que pour de l'apéritif. On a aussi un moment de consommation qui se développe beaucoup, qui sont on va dire, des repas informels dans lesquels on peut consommer des produits qui sont a priori destinés à l'apéritif. Et puis, troisième élément qui crée de la surperformance, la localisation du traiteur dans le magasin. Et les magasins surperformants sont caractérisés par une localisation du traiteur qui est beaucoup plus en première partie de magasin qu'en deuxième ou troisième partie de magasin. Là aussi, ça rejoint ce que je vous disais sur la rapidité, sur l'achat d'impulsion, sur la recherche d'idées repas. Le plus on va être confronté à du traiteur en entrée de magasin, le plus ça va développer les ventes de traiteur. Alors, on pourrait se dire que c'est difficile de déplacer un rayon dans un magasin, mais chaque année, il y a des centaines de magasins qui se reconfigurent et qui, Circana, nous posent des questions sur où est-ce que je dois mettre quoi, qu'est-ce que je dois agrandir, qu'est-ce que je dois diminuer. Donc, l'enjeu est d'identifier les magasins, et là, il y en a eu quelques-uns l'an dernier, qui se sont reconfigurés pour
agir à ce moment-là et pour leur dire, si vous mettez le rayon traiteur en entrée de magasin, vous allez accélérer la croissance du traiteur. Ça, c'est basé sur les relevés. Et puis, on a regardé les caractéristiques en termes d'offres. Et on constatait que sur des magasins de surface assez équivalente, donc a priori sur lesquels il n'y avait pas de raison d'avoir un nombre de références différents, on avait une différence assez nette en termes de nombre de références, puisque à surface équivalente, encore une fois, dans les magasins surperformants, il y avait 1040 références de traiteurs. Dans les magasins sous-performants, il y avait quasiment 300 références de moins, un écart de 34%. Ça confirme ce que l'on sait tous, qui est que le traiteur est un univers d'offres et que plus un magasin va accroître son offre, plus il va être dynamique sur le traiteur. Et on a aussi un élément sur lequel on y va à pas dessus, qui est avec les distributeurs, qui est que les magasins surperformants sont aussi caractérisés par une part de référence des marques nationales qui est plus importante que dans les magasins sous-performants. Ça veut dire que par rapport à leur volonté de développer les marques de distributeurs, en particulier chez les centralisés, il ne faut pas aller trop loin avec le risque de réduire la performance globale du traiteur si on surexpose les marques de distributeurs. On avait partagé ce genre d'idée avec Auchan et Carrefour, avec quelques-uns d'entre vous l'an dernier. Ils n'étaient pas tombés de leur chaise et ils entendaient ce discours. Et puis, dernier mot, qui sont sur des critères qui contribuent, même si c'est dans une moindre importance, mais qui contribuent à la surperformance d'un magasin sur le traiteur. La proximité du TLS et du traiteur de la mer, là aussi, sujet qui est un sujet historique. Où est-ce qu'on mettrait le traiteur de la mer? Eh bien, manifestement, regrouper les deux fait du bien à la performance globale du traiteur, même si évidemment, ça a beaucoup d'implications sur l'image du traiteur de la mer par rapport à une proximité de la marée. Le balisage crée de la croissance, le rapprochement du frais emballé et du TLS crée de la croissance parce que ce que nous expliquent les shoppers, c'est que lorsque moi je viens dans un magasin pour acheter une pizza fraîche, ça m'agace un peu de trouver des pizzas fraîches à 3 endroits du magasin. Okay. Et puis dernier point, j'insistais dessus tout à l'heure, la présence de menus et de formules contribue à la croissance du traiteur. Donc on voit ici sur ces 3 diapositives que la configuration du magasin, que la stratégie en termes d'assortiment et puis que des parties pris merchandising sont véritablement de nature à aller tirer la croissance du traiteur. Voilà. Puis deux derniers éléments qui confirment ce qu'on vient de se dire, qui est qu'on a sur le haut de la diapositive les irritants dans les magasins surperformants. Et bien évidemment, il y a moins d'irritants. Et sur la diapositive du bas, les irritants dans les mauvais magasins. Et les irritants qui sont plus cités dans les mauvais magasins, c'est l'ambiance, le déficit d'envie et de gourmandise et le déficit d'organisation, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'expérience d'achat. Donc, si on améliore l'expérience d'achat d'un traiteur, la croissance sera accélérée. Mais lorsque je parle d'expérience d'achat, ce n'est pas des froufrous et de la lumière partout, hein. C'est des rayons bien organisés, bien tenus, parce que les basiques de l'expérience d'achat, c'est ça. Voilà, et c'est la dernière diapositive. La conséquence, c'est que dans ces magasins surperformants, donc qui sont, on l'a vu, mieux travaillés et organisés de manière différente, on a 2 fois plus d'impulsion d'achat, on a nettement plus d'achat plaisir, et on crée, on déclenche, on accélère une plus grande sensibilité à l'innovation. Donc on est sur un cercle extrêmement vertueux par rapport au comportement d'achat.